Il est 11h02. Je vois que vous êtes déjà nombreux à être connectés, donc je vous propose que l'on commence. Bonjour et bienvenue pour suivre ce webinaire sur le thème de l'égalité et de la non-discrimination. Alors, je suis Hélène Murot, consultante recrutement au sein du cabinet Actiforce. À ce titre, il m'arrive d'animer des formations sur la non-discrimination à l'embauche et je vais co-animer ce webinaire avec Alexia Joubin, qui est juriste en droit social au sein du cabinet Orcom et vers qui je me tourne généralement lorsque j'ai des questions un peu trop pointues qui émergent lors de mes sessions de formation. Donc, égalité et non-discrimination, un sujet que nous abordons régulièrement parce qu'il nous est cher et que nous avons souhaité aborder à nouveau sous un angle un petit peu différent. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions pour être en conformité avec la loi. Alors, en effet, l'idée nous est venue grâce aux questions et témoignages d'entreprises que nous côtoyons, qui ont vraiment le souci de bien faire, que ce soit pour éviter un contentieux ou pour performer sur leur marque employeur, bien souvent les deux même, mais qui se retrouvent malgré tout parfois dans des situations délicates ou du moins soumises à appréciation. C'est-à-dire que la qualification de discrimination n'est pas forcément évidente. Certaines de ces situations nous ont paru intéressantes et susceptibles de concerner d'autres entreprises, d'autres structures, et c'est pourquoi nous allons vous les partager aujourd'hui. Pour cela, nous prévoyons, on dispose d'une heure en tout, donc nous prévoyons 40 à 45 minutes de présentation, ce qui nous laissera 15 à 20 minutes pour répondre à d'éventuelles questions. Alors, je vais couper les caméras pour laisser plus de place au support. Et puis, d'abord, quelques mots de nos structures respectives. Alors, Actiforce, c'est un cabinet de conseil en ressources humaines qui existe depuis plus de 30 ans et qui est devenu une filiale d'Orcom en 2014, un cabinet qui emploie une quarantaine de salariés et qui réalise par an environ 200 missions de recrutement et évaluation, un peu plus de 1200 jours de conseil formation et qui accompagne également plus de 800 salariés dans leur transition professionnelle. Pour Orcom, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc le cabinet Orcom, c'est un cabinet d'expertise comptable qui a été créé maintenant il y a un peu plus de 40 ans à Orléans. Donc c'est le lieu du siège social du cabinet. Aujourd'hui, chez Orcom, il y a environ 835 collaborateurs qui sont répartis donc un peu partout en France, puisque Orcom est implanté dans 7 régions différentes en France et connaît aussi une implantation internationale, donc comme vous pouvez le voir, dans 3 pays, à savoir la Chine, les États-Unis et l'Angleterre. Et au niveau de l'activité du cabinet, en fait, elle est divisée en 3 domaines. Donc, il y a bien sûr l'expertise comptable, il y a le conseil et il y a également l'audit. Et plusieurs services vont être représentés au sein du cabinet, puisque voilà, dans nos missions de conseil, Orcom peut accompagner ses clients aussi bien sur la matière droit social qu'en matière fiscale, en matière juridique ou encore dans la gestion de la paix. Donc voilà en quelques mots ce qu'on pouvait vous dire sur nos deux entités. Et donc nous allons pouvoir maintenant introduire le sujet de notre webinaire qui est donc la non-discrimination et le principe d'égalité. Alors donc il y a le sommaire qui s'affiche à vos écrans. Donc notre présentation va s'articuler principalement autour de 2 axes. Donc, dans un premier temps, on va, lors de l'introduction, vous définir la notion de discrimination et surtout vous délimiter son cadre juridique afin d'appréhender au mieux ce que recouvre le principe de non-discrimination. Donc, ce sera plutôt un volet théorique pour rappeler les règles principales. Et dans un second temps, on va aborder la non-discrimination sur le terrain de la pratique. Le but étant de vous donner les clés pour respecter
le principe de non-discrimination et que ce soit à l'embauche pendant le recrutement ou tout au long de la relation contractuelle. Et donc, pour cette partie, on a ciblé notre intervention sur quelques cas pratiques précis qui vont illustrer la complexité du sujet. Alors, tout simplement, hein, si on prend le dictionnaire, discriminer, c'est l'action de séparer, de distinguer deux ou plusieurs êtres ou choses à partir de certains critères ou caractères distinctifs. On catégorise. C'est pas en soi un problème, hein, c'est même le principe même du recrutement, par exemple, mais tout dépend du critère que l'on retient au moment de cette catégorisation. Du coup, Hélène, est-ce que là, tu parlais en matière de recrutement, par exemple, est-ce qu'on peut dire que discriminer, ça va être le fait d'écarter une candidature justement sur un des motifs qui serait prohibé par la loi? Alors, en droit et en matière de recrutement, on associe effectivement généralement la discrimination au fait d'écarter une candidature, hein, donc plutôt pour donner un désavantage. Mais il faut savoir que donner un avantage sur l'un de ces motifs, eh bien, c'est également condamnable. Autrement dit, c'est le fait d'écarter ou de retenir une candidature en opérant son choix sur l'un des critères interdits par la loi. Alors, en tant qu'employeur, hein, le choix d'une personne à recruter dans votre entreprise relève bien évidemment de votre pouvoir d'appréciation, mais sachez que cette liberté est encadrée par l'interdiction des discriminations. Okay. Et Hélène, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les sanctions qui seraient encourues justement en cas de discrimination? Alors, les sanctions, elles peuvent être assez lourdes, hein, jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende, éventuellement des dommages et intérêts peuvent être octroyés, ainsi que le versement du salaire estimé. Par exemple, si on est dans le cadre d'une discrimination lors d'un processus de recrutement pour un poste estimé à 35 000 € de salaire annuel et que la procédure dure 2 ans, eh bien, il s'agira de verser au candidat le salaire qu'il aurait dû percevoir sur ce laps de temps, soit 70 000 € qui viennent s'ajouter à ce que je viens de dire. Donc, les conséquences financières peuvent être quand même vraiment lourdes. D'accord, donc oui, il y a cet aspect pécunier. Et après, tu parlais aussi de la peine d'emprisonnement, mais concrètement, ça concerne qui? C'est l'employeur qui peut aller en prison ou ça concerne aussi d'autres personnes? Alors, là-dessus, on a une responsabilité dite élargie, c'est-à-dire que même si effectivement c'est le dirigeant de l'établissement qui est pénalement responsable, selon une jurisprudence constante, un employeur peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne qui va être pourvue à la fois de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour assurer sa mission. Et à ce moment-là, eh bien, le délégataire peut se situer à n'importe quel niveau de la hiérarchie de l'entreprise. Et ça, c'est d'autant plus vrai si l'employeur a pris soin de former ses collaborateurs à la non-discrimination, ce qui est une obligation légale, hein, je le rappelle, pour les entreprises de plus de 300 salariés. Ok, mais concrètement, en fait, pour que cette peine de prison s'applique, encore faut-il que le candidat prouve finalement qu'il y a bien eu discrimination. Oui. Alors attention parce que effectivement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien c'est pas au candidat de prouver qu'il y a eu discrimination. Le candidat en fait qui estime être victime d'une discrimination doit simplement apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Et il revient à ce moment-là à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ok, bon, merci beaucoup Hélène pour cette précision et je profite d'une actualité pour ajouter une petite précision sur ce sujet et notamment sur la prescription de la discrimination puisque l'action en réparation du préjudice qui résulte d'une discrimination va se prescrire par 5 ans et donc c'est 5 ans à compter de la révélation de la discrimination. Et on a un arrêt très récent qui a été rendu là le 31 mars 2021 qui vient préciser néanmoins qu'aucune prescription ne va s'appliquer
quand la discrimination s'est poursuivie tout au long de la carrière. Donc, on parle aussi bien en termes de poste qu'en termes de rémunération. Si la discrimination a été continue dans le temps, évidemment, cette prescription de 5 ans ne s'appliquera pas et donc le salarié qui aurait été lésé pourrait toujours agir en action en réparation. D'accord. Bon, et est-ce que tout le monde est concerné par ça? Alors, le principe de non-discrimination, qui est posé par le Code du travail, va être applicable à plusieurs personnes. Tout d'abord, il va concerner donc tous les employeurs et les salariés de droit privé, donc sans exception, mais il va aussi concerner le personnel qui est employé par une personne publique, mais employé dans des conditions de droit privé. Donc, c'est souvent les personnes qu'on appelle contractuelles, en contradiction avec les personnes qui seraient fonctionnaires. Et donc, ce qu'on peut constater via les personnes qui sont ciblées par la non-discrimination, c'est qu'il y a un principe sous-jacent à la non-discrimination qui est finalement le principe d'égalité entre tous les salariés, puisque tous les salariés vont être concernés, qu'il s'agisse de CDI, de CDD, de travailleurs étrangers, tous sont concernés par le principe de non-discrimination. Et donc, c'est la raison pour laquelle non-discrimination et principe d'égalité, en fait, c'est des notions voisines qui ont souvent tendance à être confondues parce qu'elles ont certes des points communs, mais elles ont aussi des différences notoires. Donc, leur point commun est donc d'avoir le même objectif, qui est de mettre en lumière une différence de traitement qui serait injustifiée. En revanche, au niveau de leurs différences, les modalités d'appréciation sont différentes parce que pour le principe d'égalité, il faut une comparaison entre plusieurs personnes, là où, à l'inverse, le principe de non-discrimination, lui, peut se constater dans le cadre d'une appréciation individuelle sans comparaison. Et donc, par exemple, si on prend une illustration, pour le cas de la mise à la retraite, si cette mise à la retraite est prononcée alors que les conditions requises ne sont pas remplies au préalable, dans ce cas-là, on est bien dans une situation de discrimination, et ça du fait de l'âge. Et donc, le salarié lésé n'aura pas été comparé avec un autre salarié dans la même situation. C'est vraiment une appréciation individuelle et il y aurait quand même la discrimination qui pourrait être qualifiée. Donc ça, c'était la première différence, donc sur la modalité d'appréciation. Mais la différence majeure entre les deux principes est que le fait de non-discrimination, ce qui caractérise la discrimination, c'est que la différence de traitement va résulter de l'utilisation d'une liste de critères qui sont prohibés par le Code du travail. Et donc, Hélène, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces fameux critères sur lesquels, justement, on ne peut pas discriminer? Alors, effectivement, hein, les critères de discrimination, je vous les affiche là à l'écran. Bon, ils ont évolué depuis les premières dispositions législatives sur l'égalité, et le législateur a plutôt eu tendance à en rajouter. Donc aujourd'hui, il y en a 24, dont les plus connus maintenant, sur lesquels je ne vais pas spécialement revenir, le sexe, l'origine, le handicap, et puis d'autres un peu moins connus, peut-être, comme les mœurs, donc le fait de fumer par exemple ou d'être végétarien, le lieu de résidence au sens distance à effectuer pour venir travailler. On entend encore souvent au moment du recrutement, il habite trop loin, ça va poser des difficultés. L'identité de genre aussi, par exemple, autre exemple peut-être un peu moins connu, qui consiste à respecter le genre dont se prétend la personne que vous avez en face de vous, ou encore l'état de santé, par exemple. Je précise que même lorsque les informations sont données spontanément par le candidat ou le salarié, il est interdit d'en tenir compte. Et nous reviendrons tout à l'heure sur quelques illustrations de ces critères dans des situations concrètes.
Donc là, tu nous as présenté ces 24 critères de discrimination, mais concrètement, dans quelles situations sont concernés ces critères de discrimination? Alors, en résumé, la discrimination concerne toutes les étapes de la vie du salarié, dès le début du processus de recrutement, hein, que ce soit la préparation du cahier des charges ou le descriptif de poste, jusqu'à la fin du contrat. Sur le processus de recrutement, on pense assez spontanément à la rédaction de l'annonce et à l'entretien, mais toutes les étapes sont concernées, y compris la prise de référence. Hein. J'en profite pour rappeler que la prise de référence dite sauvage, c'est-à-dire sans l'accord du candidat, est interdite. Pendant l'exécution du contrat, eh bien, c'est par exemple la conduite de la phase d'intégration, le montant de la rémunération perçue ou encore l'octroi de primes exceptionnelles. Et enfin, pour la rupture du contrat, alors évidemment, il s'agit de ne pas mettre fin au contrat pour un motif fondé sur l'un des critères prohibés par la loi. Mais la rupture de la période d'essai est bien évidemment concernée également, ainsi que la mise à la retraite, hein, comme tu viens de l'évoquer, Alexia. Ce qui est difficile finalement en matière de discrimination, et ce sur quoi on souhaitait cibler notre intervention aujourd'hui, c'est que bien souvent elle n'est pas volontaire ni même consciente. Et que, comme je le disais en introduction, on se rend compte au fil des différents échanges que l'on peut avoir avec des entreprises qu'il y a des situations dans lesquelles on ne soupçonne pas le risque de discrimination. Et nous proposons maintenant quelques illustrations des subtilités que recouvre cette notion. Alors d'abord, la question de la volonté. En effet, la volonté de discriminer n'est pas un élément constitutif de la discrimination. Peu importe l'intention, la discrimination est retenue selon les effets réels des pratiques. En lien également avec l'absence de volonté, c'est la notion de discrimination indirecte. La discrimination indirecte, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'un critère non discriminant, a priori neutre, en tout cas qui ne fait pas partie de la liste des 24 qu'on a vu tout à l'heure, a pour effet indirect de générer une discrimination par répercussion en quelque sorte. À titre d'illustration, en matière de recrutement, exiger d'être issu d'une grande école où l'on trouve souvent moins de femmes, moins de personnes étrangères, moins de personnes en situation de handicap, plus d'étudiants issus de foyers ou catégories socio-professionnelles élevées, eh bien, c'est susceptible, ça, de constituer une discrimination indirecte, alors que finalement, ces connaissances, des connaissances comparables peuvent être, selon les situations, acquises par un diplôme universitaire. Donc, dans cet exemple, typiquement, il convient de préférence de définir un poste bien par rapport à un niveau de diplôme et une filière, plutôt qu'une école ou une université prédéterminée. Voilà pour la question de la volonté. Maintenant, on va vous poser deux situations qui correspondent à des questions qui nous ont été posées avec des problématiques qui se situent au moment du recrutement. La première situation, elle est relative à un sujet d'actualité, au télétravail et aux critères du lieu de résidence. Parce que, eh bien, effectivement, beaucoup d'entreprises ont développé les modalités de télétravail, voire même limite au maximum la présence sur site. Et la question était de savoir eh bien, s'il était ainsi possible d'écarter une candidature dont le lieu de résidence se situe dans une zone dépourvue d'accès Internet ou du moins à faible débit, ce qui, par conséquent, ne permettrait pas le télétravail. Donc, en résumé, la question, Alexia, c'est aujourd'hui, peut-on écarter d'un recrutement un candidat qui n'aurait pas un bon accès à Internet? Alors, sur cette question d'actualité et sur le télétravail de manière générale, il convient en fait de distinguer deux situations. Il y a le télétravail qui serait instauré en temps normal, donc hors circonstances exceptionnelles,
Et le télétravail instauré à l'inverse en cas de circonstances exceptionnelles, c'est le cas qu'on retrouve aujourd'hui dû à une situation sanitaire comme le Covid, mais ce serait également le cas en cas de catastrophe naturelle, en cas d'incendie ou autre type de circonstances inhabituelles. Et donc, selon ces situations, les règles ne vont pas être les mêmes. Si on reprend donc la première hypothèse, le télétravail en temps normal, l'instauration du télétravail va nécessiter au préalable 2 conditions cumulatives. Donc, premièrement, il faut que le télétravail soit prévu soit par une charte, soit par un accord collectif, ces 2 conditions cumulatives, il faut que le télétravail requiert l'accord des 2 parties au contrat. Donc, à partir de ces 2 conditions préalables cumulatives, on comprend que le télétravail n'est pas imposable aux salariés et que donc, à partir de là, il va être impossible pour l'employeur de retenir le lieu de résidence d'un candidat pour écarter sa candidature. Donc, pour la première hypothèse, c'est impossible. Et pour le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles, là encore, il va y avoir 2 situations différentes. Soit les salariés vont être en mesure de télétravailler chez eux parce que leur poste notamment le permet. Et dans ce cas-là, l'employeur peut leur fournir les outils adéquats pour les aider à télétravailler au mieux. Ou alors, si les salariés sont dans l'impossibilité de télétravailler, typiquement si on prend un salarié qui serait boucher, là, en effet, il est impossible de télétravailler et dans ce cas-là, ces salariés seront mis en activité partielle. Et donc là, c'est un peu le même raisonnement que dans l'hypothèse du télétravail en temps normal. Finalement, dans ce cas-là, puisque l'entreprise ne va pas pouvoir anticiper à l'embauche les circonstances exceptionnelles dont elle pourra être potentiellement victime dans le futur, elle ne va pas pouvoir retenir le lieu de résidence d'un candidat pour écarter sa candidature. Ok, merci Alexia. Alors, la deuxième illustration porte sur les différences culturelles et le critère du genre. Alors, on est dans un environnement là vraiment très spécifique. Le poste nécessite des missions de négociation avec les autorités locales d'autres pays, au sein desquelles les femmes sont beaucoup moins représentées dans le monde du travail. Donc, ce qui inquiète l'employeur, il y a une double problématique pour l'employeur. Une problématique de performance, les femmes étant moins représentées, moins reconnues, il craint clairement un risque plus fort d'échec de la négociation. Ainsi que une deuxième problématique qui va être une problématique de sécurité, puisque l'environnement est également réputé plus dangereux pour une femme que pour un homme. Donc là, si je résume, même si notre employeur, lui, est vigilant sur la non-discrimination à l'embauche, est-ce que, Alexia, de telles contraintes peuvent justifier de privilégier une candidature masculine? Alors déjà, voilà, la question, elle pourrait paraître un peu anecdotique parce qu'on pourrait penser finalement que peu de métiers sont concernés. Mais voilà, pour autant, si on regarde les statistiques sur l'emploi des femmes dans le monde du travail, donc qui s'affichent sur vos écrans, on constate que dans certains pays, comme en Afrique, le taux de chômage des jeunes femmes notamment est 2 fois plus important que celui des hommes du même âge. Donc ces chiffres qui sont issus du site de l'ONU datent maintenant de 2015. Donc bon, voilà, ça commence un peu à remonter, mais pour autant, c'est des chiffres qui aident à illustrer les potentielles problématiques sur le recrutement des femmes. Et donc, pour répondre à la question d'Hélène, à savoir la possibilité de privilégier la candidature d'un homme, le principe est simple, puisque refuser d'embaucher une femme en raison de son sexe est une discrimination interdite par la loi. Parce que voilà, le sexe fait partie des 24 critères de discrimination que l'on vous a présentés plus haut. Mais voilà, comme souvent, il existe néanmoins des exceptions que l'on va voir ensemble.
Par exception, donc, il y a certains métiers qui peuvent être réservés à des femmes ou à des hommes lorsque la nature du poste ou les conditions d'exercice de l'activité professionnelle le justifient. Et donc, dans cette hypothèse-là, les seuls métiers pour lesquels le sexe peut être une exigence professionnelle essentielle et déterminante sont listés de manière exhaustive dans le Code du travail. Et donc, il s'agit donc des artistes qui interprètent un rôle, des mannequins ou encore des modèles. Et donc, outre ces exceptions qui sont du coup très limitatives, aucun autre métier ne peut faire l'objet d'une limitation en raison du sexe. Et donc, c'est à partir de ce postulat que le guide du défendeur des droits va préciser que le fait de considérer qu'une personne ne pourra pas s'intégrer ou s'imposer, entre guillemets, en raison de ses caractéristiques personnelles, donc là, typiquement, nous, on est dans l'hypothèse du sexe, cette crainte ne pourra pas constituer un motif légitime de refus d'embauche. Et donc, on a plusieurs jurisprudences sur le sujet qui ont été rendues. Et on a le cas, par exemple, d'un employeur qui a été condamné donc, à 8 000 € d'amende et à 3 000 € de dommages et intérêts pour avoir refusé justement d'embaucher une femme au motif que cette dernière n'aurait pas pu s'intégrer dans une équipe qui aurait été essentiellement composée d'hommes. Donc là, ça ne passe pas et ça reste de la discrimination. Et donc, outre cette illustration sur l'exception que constitue le sexe du candidat, on peut retrouver l'exception de l'exigence professionnelle essentielle et déterminante dans d'autres situations, pour autant à chaque fois que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée. Donc à chaque fois, en fait, on a le principe et l'exception. Et donc, maintenant, on va désormais sortir de la phase de recrutement pour étudier le principe d'égalité de rémunération qu'on retrouve au cours de la relation contractuelle. Donc à ce sujet, en fait, on a choisi avec Hélène de faire une partie sur la rémunération, car pour la partie vraiment droit social, droit du travail, il est assez fréquent qu'on ait des clients qui nous sollicitent pour faire des avenants au contrat de travail de leurs salariés, notamment, je donne un exemple, pour les passer au statut cadre, par exemple. Et donc, souvent, ce changement de statut, donc bon, c'est pas automatique, mais souvent, ce changement de statut s'accompagnera d'un changement de rémunération. Et donc, c'est notamment à ce moment-là qu'on recommande aux clients d'être assez vigilants, puisqu'il va falloir comparer si d'autres salariés qui seraient placés dans une situation identique, donc on parle d'une identité des tâches, une identité également d'expérience, une identité d'ancienneté, eh ben, il faut regarder voilà, si ces salariés en question ne devraient pas également voir leur statut évoluer, parce que, à nouveau, si la différence n'est pas justifiée, dans ce cas-là, ça sera vu comme de la discrimination. Et on a vu tout au long de ce webinaire qu'il existait des interdictions de discrimination en matière d'embauche, mais les discriminations en matière de rémunération sont également prohibées. Donc, on pense assez naturellement à la discrimination de rémunération qui serait motivée sur le sexe des salariés. Et c'est notamment la raison pour laquelle il y a une législation assez forte en matière d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Mais nous, dans le cadre de notre présentation et dans le cadre de cette sous-partie, nous allons plutôt envisager la rémunération sous l'angle du principe d'égalité de traitement, qui va donc aller au-delà de la liste des motifs illicites prohibés qu'on a pu voir jusqu'ici. Et donc, ce principe d'égalité de traitement va viser à garantir une rémunération équivalente à l'ensemble des salariés qui seraient placés dans une situation professionnelle identique. Oui, on pense au principe assez connu à travail égal, salaire égal. Voilà, exactement. Donc, il y a ce principe jurisprudentiel qui, lui, s'applique uniquement au salaire de base du salarié. Mais il y a également le principe d'égalité de traitement en tant que tel qui, lui, a un champ d'application plus étendu puisqu'il va concerner l'ensemble des éléments de rémunération et les avantages dont
peut bénéficier le salarié. Donc, on va retrouver les primes, les avantages en nature. Il y a également tout ce qui est indemnité de licenciement, durée du préavis, etc. Et donc, c'est plutôt sur ce deuxième principe que l'on va se concentrer, puisqu'il recouvre une large série d'hypothèses qui méritent qu'on s'y intéresse. Donc, si l'égalité salariale suppose de justifier la différence de traitement ou de salaire par, comme on l'a vu, des éléments objectifs et pertinents, en matière d'égalité de traitement, la différence de traitement va être appréciée en considération de la finalité de l'avantage. Donc, ça peut paraître comme ça un peu flou. Donc, on va prendre un exemple, à nouveau issu d'une jurisprudence, pour essayer de voir ça d'un œil pratique. Donc, on a par exemple eu un employeur qui décide donc de son plein gré, sur une décision unilatérale, d'octroyer une prime de logement mensuelle d'environ 500 € pour tous les cadres de son entreprise qui vivraient à Paris, pour justement compenser le coût de la vie parisienne qu'on sait assez cher. Et donc, à partir de cet avantage, il faut en fait regarder la finalité de l'avantage, donc savoir à quoi va servir cette prime. Donc, en l'occurrence, l'octroi d'un tel avantage ici vise à aider donc, les salariés qui seraient bénéficiaires à subvenir au paiement des charges inhérentes à la gestion d'un logement. Donc, typiquement, on pense au paiement du loyer, aux frais de chauffage ou d'électricité. Donc, à partir de là, tous les salariés finalement qui supportent des frais de logement sont, au regard de l'avantage versé, placés dans une situation identique. Donc, en conséquence, un ouvrier de la même entreprise qui habiterait à Paris pourra également se prévaloir de cette prime. Et dans ce cas de figure, dans ce cas d'espèce, qui devra prouver la différence de traitement? C'est l'ouvrier? Alors là, en l'occurrence, puisque la décision a été prise à l'initiative de l'employeur, c'est lui qui devra donc, a posteriori, s'il y a un contentieux, établir que la différence est liée à la spécificité de l'avantage et à la spécificité aussi des situations de chacun. Donc là, comme on a pu le voir précédemment, ça semble compliqué. Voilà, c'était une indemnité de logement qui vise à aider les salariés bénéficiaires à subvenir au paiement de leurs charges. Donc là, qu'on soit ouvrier ou cadre, il est très difficile d'établir que la différence était justifiée. Et donc, dans ce cas-là, ça va être au juge de regarder si les différences reposent sur des éléments objectifs et pertinents. Donc, voilà, dans le cas d'une décision unilatérale, c'est donc à l'employeur d'établir la différence. En revanche, et comme souvent, il y a des exceptions, puisque dans plusieurs hypothèses, l'employeur va bénéficier de ce qu'on appelle d'une présomption de justification des différences de traitement qui seraient opérées. Et dans ce cas-là, ce ne sera plus à l'employeur de démontrer les fondements de sa différenciation, mais ce sera à l'inverse à ceux qui revendiquent le bénéfice d'une prime, par exemple, de prouver que la différence est étrangère à des considérations de nature professionnelle. Donc là, à nouveau, si on reprend une petite illustration qui pourra peut-être être plus parlante, on va prendre le cas d'une entreprise qui possède plusieurs établissements, un établissement à Paris et un établissement à Marseille. Et donc, au sein de l'établissement de Paris, il y a un accord d'établissement, donc un accord qui a été négocié et signé par les organisations syndicales représentatives de cet établissement. Et donc, cet accord prévoit, par exemple, une prime pour les salariés de Paris. Et dans l'établissement de Marseille, pour le coup, aucun accord a été conclu dans ce sens. Donc, à partir de là, ce sera du coup aux salariés marseillais de prouver que la différence qui a été créée est étrangère à toute considération de nature professionnelle. Et donc, là, ce ne sera plus à l'employeur de justifier sa différenciation, mais la charge sera bien inversée. Et ce seront à ceux qui se prévalent de cet avantage de prouver qu'eux aussi sont éligibles à cet avantage. Ok, ben merci Alexia pour ces précisions. Et merci à vous de votre
votre attention. N'hésitez pas à poser maintenant vos questions pour qu'on puisse y répondre. Sachez en tout cas que si vous n'avez pas là des questions immédiates qui vous viennent en tête, vous avez de toute façon l'adresse mail de Orcom à laquelle vous pourrez toujours poser vos questions et nous, on pourra y répondre a posteriori, même si le webinaire sera fini, évidemment. Il n'y a pas de questions qui apparaissent. On va peut-être se laisser encore une minute hein, si toutefois en train de rédiger. Mais effectivement, comme l'a précisé Alexia, si toutefois les questions vous venez plus tard, n'hésitez pas à nous contacter ultérieurement. Non, je ne vois pas de questions arriver. Eh bien, écoutez, on espère que ce webinaire vous a intéressé et vous a apporté quelques précisions sur ces différentes notions. Et puis, eh bien, écoutez, on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.